Vendredi 6 juin, 16h11. Highway to Hell, AC/DC. J'inspire profondément, avance de quelques pas et jette derrière moi un regard angoissé. J'ai peur de découvrir que les autres ont décidé que j'étais devenue folle alliée et que tout était perdu pour moi. J'ai peur que mon courage se dégonfle comme un ballon de baudruche. J'ai peur de tomber à genoux en pleurant comme une petite fille effrayée parce que je ne peux pas affronter ça toute seule. Je n'aurai pas les épaules qu'il faut. Alors je tourne la tête, tout en me retenant de fermer les yeux pour ne pas voir le vide derrière moi. Mais je sens soudain une douce chaleur envahir tout mon corps et l'espoir renaître en moi. Si près que je sens l'odeur de son parfum pour homme, Jonathan me domine d'une tête et demie et me contemple d'un air grave. À quelques pas se tiennent Léonie, Anna, Barbara, Fiona, Émilie, Karine et, à ma plus grande surprise, Maurice. Leurs visages sont pâles, mais elles affichent toutes un air résolu. Léonie m'adresse un sourire timide. Je constate avec un pincement au cœur qu'elle serre entre ses mains, de toutes ses forces, une règle en plastique. Voilà l'équipe de choc de Morphée, prête à en découdre avec les songes. Soudain, Margot se précipite vers moi, un casque de téléphone à la main. « Tiens, mets ça. Avec un peu de chance, on pourra rester en communication même dans les étages. » Très bonne idée, Margot. Je mets immédiatement le casque sans fil sur mes oreilles. Margot retourne à son bureau, compose le numéro et d'une pression, je décroche. J'entends en résonance sa petite voix me dire « C'est bon, comme ça, on pourra savoir où vous êtes et vous aider à distance. » Je hoche la tête, ce qui est parfaitement inutile lorsqu'on porte un casque. Nous avançons tous encore un peu et les portes coulissantes se ferment derrière nous. Ça y est, nous sommes dans le couloir. Il me paraissait déjà incroyablement long à parcourir le matin, mais dans cette ambiance, il arbore des airs d'éternité. Je me tourne vers mon équipe. Ok. Alors, mauvais début. Bon, les ascenseurs ont dû être bloqués selon la procédure d'urgence. Donc on va essayer de passer par l'escalier qui mène directement au secteur des cauchemars. On reste groupés surtout, d'accord ? Et on ne fait pas trop de bruit. Mes compétences de leader sont très certainement contestables, mais ils sont tous pendus à mes lèvres et paraissent ravis d'acquiescer à tout ce que je dis. Je me redresse, carre les épaules, relève le menton et commence à avancer d'un pas confiant. C'est seulement à ce moment que je me rends compte que, bien qu'il soit encore très tôt dans la journée, les baies vitrées du couloir ne nous montrent qu'une nuit profonde et noire. C'est la lumière électrique des néons qui nous éclaire. Intriguée, je m'approche des vitres, imitée par mes collègues. Je scrute attentivement ce que je crois être l'extérieur quand soudain, une figure monstrueuse et bigarrée se colle à la vitre dans une expression ricanante. Je bondis en arrière et hurle de terreur, tandis que la voix affolée de Margot pépit dans mes oreilles. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je ne peux m'empêcher de fixer cette horrible face. Les traits sont déformés, la peau est rouge vif, des rides profondes la strient comme des cicatrices. La bouche grimaçante révèle des crocs pointus, tachés. Des cheveux hirsutes, presque une crinière, encadrent le visage, accentuant son côté animal. Les yeux jaunes me dévisagent d'un air mauvais, et la figure glisse lentement le long de la paroi, puis se met littéralement à dégouliner d'une manière tout à fait écœurante. D'autres visages terrifiants commencent à apparaître, et nous poussons tous de petits cris affolés en nous regroupant instinctivement au centre du couloir. Bientôt nous avons la sensation d'être encerclés par une faune démoniaque grimaçante qui nous fait perdre la raison. Fiona ne cesse de hurler et tombe à genoux, la bouche toujours ouverte, mais sa voix s'étant éteinte.
Léonie tente en vain de se cacher derrière ses mains, mais ses doigts semblent refuser de se fermer, et elle regarde à travers, tremblant de tous ses membres. J'ai conscience aussi de Karine et Barbara qui sanglotent derrière moi. Émilie s'accroche avec désespoir à la blouse de Jonathan, qui ne dit rien mais dont les poings sont serrés et la mâchoire contractée. Maurice affiche un air hébété et, à ses côtés, Anna rit, hystérique. Mes yeux ne savent plus où se poser pour échapper aux visions. Je commence à mon tour à perdre la tête, quand mon regard s'arrache enfin des vitres et se tourne vers le fond du couloir. Et je le vois. Je suis sûre que je le vois. Bleu tendre, les oreilles duveteuses et les moustaches frétillantes. « Le lapin !» hurle-je en pointant le doigt, attirant par là même l'attention de mes collègues. Le son de ma voix brise l'effet hypnotique des masques de terreur qui nous entourent, et ils clignent tous des yeux comme s'ils venaient de se réveiller. Nous nous regardons d'un air hagard. « Vous avez eu peur d'un lapin ?» demande timidement Margot dans le casque. Avant que je puisse répondre, Fiona commet l'erreur de se tourner de nouveau vers les baies vitrées et pousse un autre long hurlement d'horreur. « Il ne faut pas regarder les vitres! Pensez à autre chose! Ne pensez surtout pas aux vitres !» m'écris-je en tentant de relever Fiona qui pleure à chaudes larmes. Mes collègues tentent de m'obéir, mais moi aussi je ressens la puissante attraction que ces choses exercent sur nous, comme si elles nous commandaient de les regarder. Je sens que ma nuque commence à se tourner d'elle-même pour diriger mon visage vers les fenêtres, et je tente de résister, mais j'ai déjà du mal à contrôler les tremblements de Fiona qui refuse obstinément de se remettre sur ses jambes. Et soudain, alors que je suis en train de réaliser que nous allons rester bloqués avant même d'avoir commencé notre aventure, ce qui serait vraiment pathétique, une voix puissante s'élève et entonne avec majesté. « Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. » Je me retourne et vois Barbara chantant fièrement, et je comprends aussitôt son idée, car au son de sa voix, mes pensées se sont détournées des visions cauchemardesques. « Allez, on chante avec Barbara, même si on ne connaît pas les paroles. Allez, Fiona !» Fiona fixe Barbara avec des yeux ronds, tel un poisson comprenant soudain que derrière l'asticot, il y a un hameçon, mais se redresse enfin. Je la tire derrière moi, et notre petit groupe se reforme, se serre, et avance à petits pas en rejoignant, tel un cœur de casserole, Barbara dans son chant. Lentement, les ailes déployées, lentement je le vis tournoyer, près de moi dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Nous sommes presque arrivés à l'autre bout du couloir. Je ressens une pression incroyablement forte. L'atmosphère est lourde, mais mes yeux ne quittent pas la porte coulissante qui se rapproche petit à petit. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. La main de Fiona tremble dans la mienne. Un sentiment d'urgence s'empare de moi. Je sens qu'elle ne va pas tarder à s'effondrer à nouveau. Mais nous sommes tellement près du but. À son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné. Tout cela devient trop insupportable. Et soudain, notre petit groupe explose. Nous courons comme des dératés vers la porte, qui s'ouvre avec une lenteur désespérante, tandis que nous beuglons la dernière phrase du couplet en un cri de libération. « Portait un diamant bleu !» La porte se referme derrière nous, et je respire tout de suite mieux. Le souffle court, je n'ose pas regarder en arrière et fais le compte de ma petite équipe. Avec soulagement, je constate que tout le monde est là. Barbara halète, une main sur la poitrine, mais elle m'adresse un sourire triomphal. Léonie, Fiona et Anna se réconfortent mutuellement, collées les unes contre les autres, les yeux mouillés. Karine renifle discrètement, une expression butée sur le visage, comme pour mettre tout le monde au défi de faire la moindre réflexion. Jonathan nous tourne autour, inquiet, Émilie sur ses talons, de toute évidence résolu à ne pas lâcher sa blouse. Quant à Maurice, fidèle à lui-même, il est planté au centre de notre groupe, les bras ballants et la bouche ouverte,
parfaitement inutile. J'entends la voix de Margot à mon oreille. C'était quoi ça ? Tout va bien, réponds-je d'une voix moins assurée que je le voudrais. On a passé le couloir, on va se diriger vers l'escalier qui mène directement en C4. Vous n'allez pas encore chanter ? Je sens une certaine angoisse dans la voix de ma collègue, certainement due à la piètre qualité de notre prestation sonore. Espérons que non.